Dans cette conférence, Luc Biget explique que nous vivons dans un monde rempli de sens et que le langage symbolique est l'outil qui permet d'explorer ce sens. Notre liberté se manifeste lorsque nous intégrons ces multiples facettes du sens dans notre conscience. Il souligne l'importance d'utiliser nos deux yeux pour regarder le monde, l'œil utilitariste qui nous permet de comprendre la réalité objective et l'œil poétique qui nous permet de ressentir la densité symbolique du monde. Il invite à équilibrer ces deux regards pour accéder à la profondeur du sens. Il explique que le symbole ne doit pas être interprété, mais révélé, et qu'il permet de donner du sens sans construire un système. Il conclut en soulignant l'importance de la posture intérieure pour lire un symbole. Le non-savoir nous permet de laisser émerger le sens et d'explorer le monde symbolique. Alors que la science utilise la rationalité et la cause à effet, la pensée analogique nous permet de comprendre des aspects inconnus en inférant des informations à partir d'un niveau de réalité connu. Cette pensée analogique fonctionne sur le principe du ternaire, comme le montre l'exemple de la frontière cellulaire. De même, l'éthique scientifique est adaptable et transgressée, tandis que l'esthétique nous permet de voir la complexité du système et de saisir les nuances. Le système global est caractérisé par sa beauté et son esthétique, qui dépendent de petits détails. L'esthétique suppose une perception globale du système et permet l'émergence du mystère, ainsi que la construction de notre intériorité. L'éthique et l'esthétique sont donc liées. De plus, le regard symbolique permet de voir le monde autrement, en appréhendant les événements de manière symbolique plutôt que causale. Les événements deviennent des signes révélateurs de nos pensées intimes. En mariant les contraires et en acceptant les contradictions, on peut se transformer et trouver des solutions innovantes. Ainsi, le vivant fonctionne sur l'union des contraires et la poésie symbolise la création et le dépassement des contradictions. Dans ce discours, l'orateur aborde différents concepts liés à la perception et à la compréhension du monde symbolique. Il souligne l'importance de reconnaître les évidences qui se présentent à nous, tout en étant conscient de la nécessité de toujours remettre en question nos certitudes. Il explique que notre perception du sens repose sur une réalité subjective habitée par des archétypes et des schémas de sens. Il mentionne également l'existence d'un monde imaginal, où coexistent des dieux, des mythes et des symboles. Il fait référence à l'idée d'un unus mundi, une unité du monde qui est en dehors de l'espace et du temps, et qui est influencée par des archétypes psychoïdes, capables d'organiser notre réalité psychique et objective. Enfin, il introduit le concept de synchronicité, qui est la rencontre de deux chaînes causales indépendantes portant sur le sens. Toutefois, il souligne que les synchronicités ne sont pas nécessairement des signes à interpréter, mais plutôt des moments où le sens se manifeste de manière significative. Dans cette discussion, il est question des synchronicités, qui se produisent lorsque le niveau de conscience est soit abaissé, soit élevé. L'ego et le moi peuvent être des obstacles à ces synchronicités, mais lorsqu'ils sont laissés de côté, des événements significatifs peuvent se produire. Il est souligné que nous avons malheureusement abandonné l'étude de la dimension psychique et mystérieuse du monde, préférant se concentrer uniquement sur la réalité physique. Les mots ont également leur propre signification profonde, et leur analyse peut nous donner des indices sur notre nature et notre essence. Par exemple, le mot héros est composé des éléments H, E, R, O, S, symbolisant le parcours d'une personne qui va de la condition humaine vers une ascension spirituelle. De la même manière, le mot interdit renvoie au non-dit et à tout ce qui n'a jamais été prononcé, notamment les interstices entre nos représentations de la réalité. Pour entrer dans cet interdit et découvrir le monde du mystère, il est nécessaire de lâcher prise sur nos systèmes de représentation habituels. L'orateur invite donc à réfléchir sur le pouvoir des mots et sur la langue des oiseaux qui contient une sagesse profonde et mystérieuse. La rationalité est une façon de se protéger du monde des mystères, selon Jung. Les fonctions rationnelles là. Pensées et les émotions nous empêchent d'entrer en contact direct avec nos rêves et nos sensations. En revanche, l'intuition et les sensations sont irrationnelles, au-delà de la rationalité, mais pas folles. Elles peuvent nous connecter à des archétypes et à des forces profondes. La société moderne favorise la rationalité et le sentimentalisme, nous éloignant de l'intuition et du corps. Il est donc important de rééquilibrer cela et de se tourner vers l'intuition et les sensations comme guide intérieur.
La langue des oiseaux est un mode d'exploration du monde mystérieux, et les mythes sont des outils pour comprendre notre identité et notre relation avec le monde qui nous entoure. Le mythe de Narcisse, par exemple, nous invite à regarder au-delà de notre propre image et à considérer la souffrance que nous infligeons aux autres et à la nature. En nous plongeant dans les mythes, nous pouvons débloquer le narcissisme collectif et trouver un chemin d'initiation et de connaissance de soi. Le dieu Dionysos était associé au bacchanal, à l'extase collective et à l'ivresse, mais aujourd'hui, il est principalement présent derrière nos écrans plutôt que dans nos vies réelles. Cela signifie que les expériences de contact avec l'ombre, de folie et de perte de conscience sont cachées derrière les écrans et restent dans l'inconscient, plutôt que d'être transformées par des rituels ou des écoles mystiques. Les Grecs anciens avaient compris l'importance de Dionysos dans leur société, qui était largement apollinienne et contrôlée par des règles. L'organisation sociale et notre réalité quotidienne sont imprégnées de mystères, mais nous y marchons souvent sans en être conscients. Le conférencier mentionne également le travail de Vladimir Prop sur la morphologie des contes de fées et décrit brièvement les étapes du voyage du héros selon l'astrologie. Dans ce conte, le héros se lève pour sortir de la confusion et accepte les bienfaits du chaos et de la confusion. Il rencontre une vieille dame qui lui donne un objet magique pour l'aider dans sa quête. Ensuite, le héros se déplace et découvre différents éléments liés à sa quête, jusqu'à ce qu'il rencontre enfin la princesse qu'il avait vue en rêve. Il atteint ainsi l'objet de sa quête, symbolisé par une marque. Cependant, il est poursuivi et doit se cacher. Puis, il rentrera chez lui incognito pour montrer l'utilité de l'éveil qu'il a reçu. Il devra ensuite affronter le faux héros et prouver que quelque chose est facile. Pour ceux qui ont fait l'expérience du processus héroïque. Finalement, le héros est reconnu socialement et monte sur le trône, achevant ainsi son processus de transformation. Le processus de transformation d'un ancien homme en un nouvel homme et d'une ancienne société en une nouvelle société peut être compris à travers 12 étapes que l'on peut associer aux lettres Z. Il s'agit d'un état des lieux, suivi de la transgression, du chaos, de la décision, du service rendu, d'un grand voyage pour élargir ses horizons, de la marque, de l'acceptation de se laisser toucher par l'inconnu, du départ, du retour chez soi avec des stratégies pour échapper au vieux monde, du perfectionnement de l'acquis, de la traversée des médisances, de la reconnaissance sociale et enfin de la montée sur le trône. Ce processus est guidé par le monde du mystère et du sens, exploré à travers l'intuition et la sensation plutôt que par la rationalité. Il est également relié à la symbolique du corps humain, qui indique un chemin initiatique à travers différentes voûtes, plantaires, du diaphragme, du palais, crânienne. Chaque étape de ce cheminement interne est liée à une compréhension plus profonde de soi-même et permet de transformer une vie banale en une vie extraordinaire. La liberté ne se résume pas à savoir où elle s'arrête par rapport aux autres, mais plutôt à avoir le choix. Dans cette réflexion, l'auteur remet en question la notion de liberté. Il considère que la liberté réside dans la conscience que nos actions ont un impact sur les autres. Il évoque la liberté comme une perception corporelle et ressentie, plutôt qu'une vision du monde ou une théorie. Il considère que la liberté se conquiert et évolue au fil de l'histoire biologique, du lézard soumis à son environnement jusqu'à l'humain capable de modéliser et de créer des systèmes de croyances. Selon lui, la liberté consiste à symboliser, c'est-à-dire voir au-delà des apparences et transposer l'extérieur à l'intérieur pour nourrir notre rapport au mystère et au sens qui nous entoure. Il associe ce processus de symbolisation à celui de la digestion, où les formes extérieures sont détruites pour extraire les essences intérieures. Il présente la digestion comme un processus de deuil et d'abandon des formes extérieures, afin de conserver les richesses intérieures. Finalement, il encourage à aligner nos trois feux, le soleil, la lune et le feu intérieur, pour atteindre une verticalité permettant de gérer les expériences de vie et d'assimiler les processus symboliques et digestifs de façon harmonieuse et évolutive. Dans cette synthèse, l'auteur explore la relation entre le feu du cœur, le feu du désir et le feu de la sexualité. Lorsque ces trois feux sont alignés dans la conscience et circulent dans le corps, cela crée une attitude de verticalité. Cela permet de faire le deuil des plaisirs extérieurs pour ne recevoir que leur essence et de nourrir le corps d'intériorité. Il souligne également l'importance de la conscience et de l'énergie, qui sont symbolisées par les dieux Apollon et Dionysos.
Le cœur joue le rôle de réunir la capacité de communier avec le monde extérieur et les autres, ainsi que la capacité de voir clairement la situation. Il est décrit comme un espace translucide qui permet l'amour respectueux de l'autre tout en préservant l'intimité. L'auteur clarifie ensuite que la quinta-essence ne se trouve pas dans le cœur mais plutôt dans l'éther et explique que les explications précédentes étaient exprimées de manière sensible. La synthèse de ce passage est que la raison est considérée comme la quintessence des facultés humaines car elle permet d'entrer en contact avec le monde mystérieux. Cependant, l'auteur souligne que nous avons placé la couronne sur la tête au lieu de la placer sur le cœur, ce qui crée un déséquilibre entre la rationalité objective et la connaissance intuitive. Il est mentionné que la méditation, l'observation des sens, le travail avec les plantes psychotropes et une expérience personnelle ont permis à l'auteur de développer sa conscience intuitive. La question de la connexion avec le côté intuitif et la sensation corporelle est abordée, mais l'auteur n'offre pas de méthode spécifique pour y parvenir. En réponse à la question sur les symboles, il est important de les replacer dans leur contexte. Les symboles sont dynamiques et sont interprétés en fonction du contexte et de la culture ambiante. Ils ne sont donc ni objectifs ni universels. Les archétypes des symboles sont universels, mais ils se colorent et se modifient en fonction de l'histoire personnelle, transgénérationnelle et des besoins de l'esprit du temps. Les symboles peuvent être interprétés de différentes manières selon la culture, la personne et le corps. Par exemple, le vol du feu est un symbole universel présent dans de nombreuses mythologies, mais il est représenté différemment, comme le vol du feu des dieux par Prométhée chez les Grecs ou une boule de feu attachée à la queue d'un chien dans une tribu africaine. Malgré ces variations, la fonction commune à l'acquisition de la connaissance est toujours une transgression. Le mot symbole est lui-même issu de deux mots anciens signifiant réunir et remettre ensemble. Cependant, il est important de noter que les symboles ne doivent pas être divisés, mais doivent atteindre un équilibre neutre, comme une batterie de voiture, pour permettre le bon fonctionnement. Finalement, le symbole s'oppose à la division représentée par le mot diabole. Dans cette séquence, l'orateur aborde la symbolique en relation avec le passage de la voûte du palais. Il explique que le palais est habité par la langue, qui repose sur un os sésamoïde en forme de U. La langue est également l'anagramme de louange, ce qui renvoie à une parole de louange fondée sur la réception illimitée. En franchissant la voûte du palais, on accède à l'os sphénoïde qui porte la glande hypophyse, en forme de chauve-souris. De la capacité à voir dans l'obscurité. Cette capacité est reliée au monde des névroses et de la destruction des limitations. Cependant, l'orateur souligne que ces passages ne peuvent être franchis sans une conscience préalable de la louange et de l'espace instable. La discussion s'ouvre ensuite sur d'autres questions, notamment sur la relation entre la langue et la paix, ainsi que sur la question du symbole et de la foi. L'orateur explique que le symbole a un pouvoir opératif, mais que la foi peut également donner une dimension sacrée au symbole. Une pause est ensuite annoncée, pendant laquelle les participants pourront se rendre à la librairie de Rennes-le-Château où l'orateur pourra dédicacer ses livres. La séquence se termine sur une invitation à retrouver l'orateur dans 10 minutes. Le texte parle de l'importance de la communication interpersonnelle dans les relations humaines. L'auteur explique que la communication joue un rôle essentiel dans la construction et le maintien des relations. Il souligne l'importance d'écouter activement et de s'exprimer de manière claire et respectueuse pour favoriser une communication efficace. L'auteur souligne également l'importance de la communication non verbale, telle que le langage corporel et les expressions faciales, dans la transmission des émotions et des intentions. Il conclut en soulignant que la communication est un processus continu et qu'il est essentiel de l'entretenir et de la nourrir pour maintenir des relations saines et épanouissantes.